Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume. Et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Et aujourd'hui, après 5 mois, on va faire un Let's Play économie. On va faire la suite de Let's Play économie, mais ce que je vais faire, c'est un format un peu plus léger, un peu plus simple à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, surtout dans les derniers épisodes. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu costauds. Du coup là, on va reprendre, on va parler d'un auteur qui s'appelle Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. Et on reprend tranquillement, voilà, je vous conseille d'aller vous prendre un petit café ou une petite boisson, vous prendre à manger à côté de votre bureau, et de regarder cette vidéo, parce que Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait quand même énormément de choses. Oui, il a vu l'économie comme un circuit avant François Quesnay. Il sera anti-mercantiliste, mais pourtant libéral avant Adam Smith. Il va faire une analyse cyclique des crises économiques avant Schumpeter. Et il introduira la notion de multiplicateur dans une dimension macroéconomique avant John Maynard Keynes. Et tout ça, il va le faire entre 1646 et 1714. Bon, pour ceux qui connaissent pas le pourquoi du comment de tout ce que je viens d'expliquer, c'est pas très grave, hein, de toute façon, cette vidéo elle est faite pour ça, on va expliquer tout ça. Commençons par le commencement, une biographie assez basique sur qui est Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. Il est né à Rouen le 17 février 1646 et est mort dans la même ville, donc à Rouen, en 1714. Issu de la petite noblesse de Robe, il va faire des études de droit et s'essayer sans succès à la littérature. On va très vite comprendre pourquoi. Au lieu de ça, il va travailler dans différents secteurs en rapport avec l'agriculture et le commerce. Il va également envoyer un grand nombre de réformes au contrôleur général des finances, sans succès. Je vous montre à l'écran une des premières réformes que Bois-Guilbert a proposées au contrôleur général des finances. Il y parle entre autres de l'incohérence des impôts, le dirigisme économique c'est de la merde, laisser place à la liberté, entendu ici comme le libéralisme. Tous ces ouvrages auront cette philosophie-là. On va détailler ça juste après, mais on va dire qu'il est pas trop en accord avec le pouvoir en place de l'époque. D'ailleurs, en 1707, il va se prendre une petite exil de 3 ans en Auvergne. Oula, horrible! Avec son ami le prestre de Vauban. Oui, c'est exactement le même Vauban qui a construit énormément de citadelles dans toute la France. Dans son cas, il avait publié un ouvrage qui s'appelle La Dîme royale et qui parlait en fait de la bêtise de l'imposition de l'époque. Voilà, présentation faite, on va parler du contenu de la pensée de Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. La problématique de Nicole. Pierre Nicole, dans ses essais de la morale, propose une réflexion originale sur la formation et le fonctionnement des sociétés à partir de la nature corrompue de l'homme. Cette idée de corruption de l'âme humaine porte le nom d'amour-propre. L'amour-propre, c'est l'amour de soi dans le regard des autres, ce qui conduit inéluctablement à la comparaison et à la recherche de ce qui incarne le prestige dans une société. Par exemple, on pourrait dire que dans nos sociétés modernes, vouloir devenir populaire à tout prix sur les réseaux sociaux est une conséquence de cet amour-propre, avec tous les torts que cela entraîne. Pierre Nicole le dit lui-même, chaque homme voudrait être le maître et le tyran de tous. Mais le philosophe introduira une notion qu'il appellera l'amour-propre éclairé. Cette notion est la suivante, l'homme est doué de raison. Il va donc utiliser cette raison pour obtenir ce qu'il souhaite. L'homme comprend alors qu'il faut donner pour obtenir, qu'il est préférable de satisfaire l'amour-propre de ceux dont il a besoin plutôt que de chercher à les dominer. Comme Pierre Nicole le dit, ce n'est pas la raison qui se sert des passions, mais les passions qui se servent de la raison pour arriver à leur fin. Et c'est cet amour-propre éclairé qui fait apparaître la société d'un œil extérieur comme extrêmement altruiste. Alors là, je vois certains d'entre vous qui sont en train de sauter devant leur écran. Et comment ça, la société est altruiste? Pas plus tard que ce matin, il y a un mec qui m'a fait une queue de poisson, c'était un vrai connard. Mais pourtant, c'est devant vos yeux. Regardez le nombre de personnes qui s'affairent à vous rendre service lorsque vous rentrez dans un magasin. Toutes ces personnes qui vont vous conseiller sur vos vêtements. Ces personnes qui vont garder votre voiture lorsque vous la garez au parking. Et parlons également de ces gens qui vont être à votre service lorsque vous allez élire domicile dans leur établissement. Avant de me rétorquer un quelconque argument, écoutons ce que Pierre Nicole en dit. On trouve presque partout en allant à la campagne des gens qui sont prêts de servir ceux qui passent et qui ont des logis tout préparés à les recevoir. Où on en dispose comme on veut, on leur commande et ils obéissent. Qu'y aurait-il de plus admirable que ces gens s'ils étaient animés de l'esprit de charité ? C'est la cupidité qui les fait agir. Et oui, quand tu vas au restaurant, le restaurateur n'en a que faire de ta satiété, c'est pas pour ça qu'il agit. Il agit car il possède un intérêt à te rendre service. Et comme Nicole, Bois-Guilbert s'interroge sur le comment. Comment une société dont les individus qui la composent ne sont mus que par leur propre égoïsme fait à éviter l'anarchie, à se maintenir, voire à prospérer? Le constat est sans appel.
La quête des intérêts privés augmente le niveau de vie de tous, bien plus que si chaque acteur souhaitait le même dessein, mais animé de l'esprit de charité. La cupidité est le moteur, l'altruisme est le résultat. Et c'est cette utilité réciproque, le fait que tout le monde a besoin de tout le monde, qui compose l'harmonie du monde. La notion de circuit économique. Commençons par un texte. Bon, on va faire comme en cours, on va proposer des textes et proposer des analyses de textes. C'est pour ça que vous regardez YouTube. Il est aisé de voir que pour faire beaucoup de revenus dans un pays riche en denrées, il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup d'argent, mais seulement beaucoup de consommation. 1 million faisant beaucoup plus d'effet de cette sorte que 10 millions, restés dans un coffre qui ne sont pas plus utiles à l'État que si c'était des pierres. Et ce qui fait de mal au menu peuple de la France, est que c'est le menu peuple sur qui agit le désordre des tailles. En effet, un journalier n'a pas plutôt reçu le prix de sa journée qu'il va boire une pinte de vin étant à un prix raisonnable. Le cabaretier, en vendant son vin, en rachète du fermier ou du vigneron. Et le vigneron paye son maître, qui fait travailler l'ouvrier et satisfait sa passion, ou à bâtir, ou à proportion qu'il est payé de ceux qui font valoir ses fonds. Que si ce même vin qui valait 4 sous la mesure, vient tout d'un coup, par une augmentation d'impôts, à en valoir 10, ainsi que nous l'avons vu arriver de nos jours, le journalier, voyant que ce qui lui resterait de sa journée ne pourrait suffire pour nourrir sa femme et ses enfants, se réduit à boire de l'eau, comme ils le font presque tous dans les villes considérables, et fait cesser par là la circulation que lui fournissait sa journée, et réduit à l'aumône, non sans blesser les intérêts du roi, qui avait sa part à tous les pas de cette circulation anéantie. Alors la première chose qu'on peut déduire de ce texte, c'est qu'on comprend pourquoi Bois-Guilbert n'a pas été écrivain. Bon, plus sérieusement déjà, on remarque que Bois-Guilbert articule sa pensée économique sous forme d'un circuit. Un journalier qui dépense dans un bar, et ce bar, et qui a de l'argent du journalier, donc il peut acheter aux vendeurs de vin, et l'État il est là, et par les taxes, il taxe toutes les transactions, il se fait des sous. Et si le journalier n'a pas d'argent, ben rien de tout cela se produit, et tout le monde est perdant au final. Il y a en plus de la notion de circuit économique, celle de l'interdépendance des agents économiques. Alors ça c'est un nom compliqué pour pas grand chose, c'est juste que tous les acteurs de ce circuit dépendent les uns des autres. Le barman dépend de la dépense du journalier, le vendeur de vin dépend de la dépense du barman, et l'État dépend de toutes ces dépenses-là. Ce que met en évidence Bois-Guilbert dans ce passage-là également, c'est que le gain d'argent pour un acteur est également la perte d'argent pour un autre acteur, et que le fait d'augmenter les taxes augmente pas forcément les recettes. Dans la réalité, ce ne sont pas des liens aussi simples que ça, mais cette notion est bien réelle, et c'est ça que je souhaitais vous montrer. Mais Bois-Guilbert met aussi en évidence une notion qui sera détaillée par John Maynard Keynes 2 siècles plus tard. C'est l'importance de la consommation. Si le journalier ne consomme pas, tout le monde est perdant. Ça s'appelle l'effet multiplicateur de Keynes. Alors pourquoi de Keynes et pas de Bois-Guilbert? Car c'est John Maynard Keynes qui va le détailler et le démontrer en somme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation est vachement importante, bien plus que la taxation, et que l'État, en taxant moins, mais en taxant un plus grand nombre de transactions, peut faire plus d'argent. Si on va un peu plus loin dans l'analyse, cet exemple présuppose que les relations d'échange sont simplifiées au maximum, c'est-à-dire que le troc est banni au profit de la monnaie. Bon, là je vais sortir directement une phrase de Bois-Guilbert. La diversité des besoins oblige les acteurs à entretenir des relations d'échange et à introduire la monnaie à la place du troc, ainsi qu'à multiplier les métiers. Les métiers se multiplient car, selon Bois-Guilbert, plus une société gagne en confort de vie, plus les besoins augmentent et plus les métiers augmentent pour répondre à ces nouveaux besoins. Là où à l'état de nature, il fallait qu'une seule personne pour aller chasser et cuire le gibier, maintenant il y a plusieurs chasseurs de plusieurs gibiers différents, il y a des serveurs, des cuisiniers. Autant de métiers qui répondent à un nombre égal de besoins dans la population. Et cet indice du nombre de métiers est un indice sûr pour savoir si une économie se développe bien, et si ce que Bois-Guilbert appelle l'harmonie se réalise. Hélas, tout n'est pas rose, il y a des choses qui gênent cette harmonie, on va le voir de suite. Bois-Guilbert en cite 3. La thésaurisation, c'est-à-dire le fait d'accumuler énormément de richesses inutilement, la grande multitude de taxes et le trop grand dirigisme économique de l'époque. La thésaurisation. Le premier texte de Bois-Guilbert que je vous ai mis dans cette vidéo commençait ainsi. Il est aisé de voir que pour faire beaucoup de revenus dans un pays riche en denrées, il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup d'argent, mais seulement beaucoup de consommation. 1 million faisant beaucoup plus d'effet de cette sorte que 10 millions. Restés dans un coffre qui ne sont pas plus utiles à l'État que si c'était des pierres. La thésaurisation, je le dis depuis le début de l'épisode, mais c'est pas grave, je vais me répéter, c'est le fait d'accumuler de l'argent sans le dépenser.
Typiquement, tu prends ton argent, tu le mets dans un coffre, tu le mets sous ton matelas, c'est de la thésaurisation. Du fait que cet argent ne circule pas dans le circuit économique, il ne sert à rien. Quand on sait que la quantité de monnaie dans l'économie est limitée et qu'il y a cette notion d'interdépendance des agents économiques, on peut déduire assez aisément que la thésaurisation est nuisible pour la société. On pourrait se dire, Mais qu'est-ce qu'ils sont cons les gens, pourquoi ils dépensent pas leur argent, ils sont débiles ou quoi? mais l'humain est un être irrationnel. Aujourd'hui, des tas de choses ont été mises en place pour que votre irrationalité n'impacte que très peu la société dans laquelle vous vivez, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bois-Guilbert considère que la monnaie n'est pas nocive en soi, mais qu'elle l'est devenue lorsque les hommes ont fait n'importe quoi. À la base, la monnaie, c'est un petit peu notre esclave. Nous l'utilisons dans les échanges et elle n'a pour seul objectif que d'améliorer notre confort de vie. Et elle y arrive. D'ailleurs, Bois-Guilbert considère l'argent comme tel. Les valets et les esclaves des hommes. C'est les mots de Bois-Guilbert. Chose importante, le philosophe Locke considérait que l'argent n'avait pas de valeur en soi, que c'était juste une convention entre les individus. Une pièce de 1 euro par exemple ne coûtera jamais 2 euros. Ce qui est bien lorsque l'on pense de la sorte, c'est qu'au lieu de s'échanger des pièces d'or rares et limitées, on peut s'échanger des bouts de papier. Au final, un bout de papier avec marqué 5 dessus suffit à dire que ce papier vaut 5 pièces d'or. Ce bout de papier ne coûte rien et remplace toutes les fonctions de l'argent. Lorsque la confiance règne dans l'état d'opulence, comme dirait Bois-Guilbert, la monnaie ne manque pas puisque personne ne songe à thésauriser. Tout le monde dépense et toutes sortes de moyens d'échange émergent, des billets à ordre, des lettres de change, etc., etc. Mais lorsque la dépression économique menace, plus personne n'a confiance en ces bouts de papier. L'intégralité de la demande se reporte sur les monnaies métalliques. Ces monnaies métalliques qui sont de plus en plus thésaurisées, ce qui donne l'impression d'une rareté monétaire. La monnaie étant plus rare puisque de plus en plus thésaurisée, pas grand monde a envie de prêter son argent et les taux d'intérêt grimpent, ce qui accentue la crise. Désormais, les monnaies métalliques, les valets et esclaves de l'homme, sont devenus les tyrans du commerce. Cependant, ce n'est pas le manque d'argent le problème, ce serait prendre l'effet pour cause. Et ça, c'est pas bien. Parce que même si on injectait de la nouvelle monnaie, celle-ci serait immédiatement thésaurisée, donc ça ne changerait absolument rien. Ce qui crée la dépression, c'est le manque de confiance générale. Bref, c'était l'histoire d'un esclave devenu tyran. Un bon titre de film. Un bon titre de film. Le dirigisme économique. Avant de commencer cette partie, parlons de ce que Bois-Guilbert appelle le prix de proportion. Le prix de proportion, c'est le prix fixé sur le marché. C'est le prix qui permet au vendeur de réaliser un gain et à l'acheteur de participer à l'échange. Prenons l'exemple de ce stylo et partons du principe qu'il coûte 2 euros. Dans ce cas, c'est un bon prix de proportion, car tu possèdes les 2 euros, c'est le prix que tu es prêt à mettre pour ce stylo, et qui plus est, la concurrence propose les mêmes tarifs, et ce prix permet également au vendeur de réaliser un gain. En bref, c'est un bon prix de proportion. Maintenant, si je te dis, ce stylo, c'est 100 balles, tu vas me dire, tu te fous de ma gueule, j'ai pas les moyens, et en plus, j'ai pas forcément envie de mettre 100 balles dans un stylo, surtout que le même stylo, il coûte 2 euros chez la concurrence. C'est donc pas un bon prix de proportion, car l'acheteur ne peut pas participer à l'échange. Même chose si le stylo coûte 1 centime, le vendeur ne réalise pas de gain. Ce n'est donc pas un bon prix de proportion, tu as compris. Le prix de proportion est important, car il est gage d'une économie pérenne. Ne pas le respecter, c'est aller au-devant de très gros problèmes. Maintenant que tu as cette notion, laissons place au débat de l'époque le plus enflammé, le prix des grains. Ah oui, s'il y avait un débat où il fallait avoir un avis à l'époque, c'était bien celui-là. À l'époque, l'administration accorde énormément d'importance au commerce de grains, ce qui, selon Bois-Guilbert et selon d'autres aussi, gêne la formation de ce prix de proportion. Bois-Guilbert explique qu'il faut laisser l'économie à la nature, c'est-à-dire laisser la liberté d'importer ou d'exporter les grains afin que le prix reste à peu près stable. Il faut laisser les agents économiques poursuivre leur propre intérêt. En somme, il faut instaurer une politique libérale. Et pour qu'une telle politique fonctionne, en tout cas qu'elle génère un prix de proportion, la notion de concurrence est essentielle. Mais vraiment essentielle, hein. Mais que se passe-t-il dans le cas où la concurrence est inexistante? Dans le cas où l'on déroge à cette loi essentielle? Eh bien, la poursuite des intérêts privés posera un petit problème. Producteur, il pratiquera des prix exorbitants. Consommateur, il exigera la gratuité. Autant vous dire que le prix de proportion, on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le retour spontané à l'équilibre est peu envisageable et on peut facilement énoncer les obstacles. Forte tendance à la thésaurisation, rigidité des salaires à la baisse, entêtement des salariés à conserver le prix contracté, etc., etc. Il y en a peut-être 1000 autres. Maintenant, voyons la dernière partie, l'analyse cyclique des crises selon Bois-Guilbert. Analyse cyclique des crises. Comme si Bois-Guilbert n'avait pas fait assez de choses jusqu'à maintenant, il est également le premier à expliquer le déroulement d'une crise et à appliquer ce mot venu de la médecine à l'économie. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est un changement brutal de la situation économique. À l'époque, la manifestation la plus évidente était la brusque flambée des grains. Pour te filer un petit exemple historique comme ça gratuit, en 1693, sous le règne de Louis XIV, a eu lieu une crise sans précédent. Un hiver
hiver très froid et un printemps-été très pluvieux va causer de très mauvaises récoltes. Tellement que la récolte a été mauvaise que les prix ont flambé et explosé. Bilan, 1,3 million de morts. Et avant on déconnait pas avec les grains. Oui. Cette crise va provoquer la réflexion de notre Bois Guibert. Non pas sur la relation entre le temps, les intempéries et les prix, ça c'est déjà connu, notamment des intendants. Non, son génie est ailleurs. Déjà, Bois Guibert note que la demande en nourriture ne bouge pas des masses. Et ça s'explique assez facilement, car si jamais tu ne manges pas, tu meurs. C'est simple. Donc même face à une montée des prix, les consommateurs se priveront de nourriture en dernier recours, et se priveront d'abord d'autres choses, comme des biens manufacturés et toute autre chose non essentielle à la survie. En économie, ce phénomène s'appelle une demande inélastique. Je sais que c'est poétique, oui. Du coup, j'imagine que les concepts d'offre et de demande vous sont familiers, et dans ce cas-là, lorsque la demande ne bouge pas, mais que l'offre baisse, par exemple dans le cas d'une mauvaise récolte, eh bien les prix explosent. On appelle ça l'inflation. Mais pas tout le monde est perdant, non. Les fermiers, eux, ils sont loin d'être perdants, au contraire, ils vont voir leurs profits s'accroître de manière considérable, au détriment des consommateurs et d'autres secteurs d'activité. Rappelez-vous, les agents économiques sont interdépendants. L'argent en plus dépensé dans la nourriture est de l'argent qui n'est pas dépensé ailleurs, notamment dans les activités manufacturières, ce qui va accroître le chômage. De ce constat-là, Bois Guibert met en évidence des cycles. Les fermiers sont incités à vendre plus. Et devenir fermier à ce moment-là, c'est le bon plan, donc les individus sont fortement incités à devenir des cultivateurs. Si bien que l'offre céréalière augmente, diminuant ainsi mathématiquement son prix, pour le plus grand bonheur des consommateurs, l'activité reprend, la consommation d'autres biens également, le chômage diminue, mais vu que l'agriculture n'est plus un secteur aussi rentable, de facto, l'investissement dans ce secteur diminue aussi, ce qui accroît les risques liés à une fatalité climatique, mais aussi aux conséquences involontaires liées aux décisions individuelles des fermiers. Et ainsi s'enchaînent sans régularité des cycles. La précarité de l'économie agricole est la règle. Et ça, un observateur aussi fin que Bois Guibert ne peut que le constater. Et voilà les amis, c'était la fin de cet épisode. Je sais pas combien de temps il va faire, mais je pense qu'il va être un petit peu long. Je suis content de reprendre les Let's Play économie avec un format plus simple à comprendre, j'espère en tout cas que ça a été simple, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me le dire. Pour ceux qui ont des questions, alors n'hésitez pas à venir dans les commentaires de cet épisode, si vous avez des questions évidemment avec cet épisode, posez-les et j'y répondrai dans le prochain épisode s'il y en a. S'il n'y en a pas, j'enchaînerai comme ça. Donc voilà les amis, si jamais vous aimez ce format-là, vous pouvez vous abonner, liker et partager, c'est important pour le référencement, en tout cas moi ça va m'aider. Sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.